je suis Jacqueline Delvaux, donc je suis médecin de santé publique, professeur de santé publique, épidémiologiste. Je travaille au CHU, je suis vice-président recherche du directoire. J'ai plusieurs casquettes, mais qui tournent tout autour de la recherche, donc ça fait sens. Je suis aussi coordonnatrice médicale de la délégation à la recherche clinique et à l'innovation. Je m'occupe du registre des cancers. Je suis responsable du centre de ressources biologiques. Et le dernier point, c'est que je coordonne le groupement interrégional de recherche clinique Sud-Ouest Outre-mer, qui regroupe les 10 CHU, Bordeaux, Toulouse, Limoges, Nîmes, Montpellier, Poitiers, et les 4 CHU des DOM, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, et puis des centres de lutte contre le cancer. Donc voilà, pour poser un peu le projet. Alors quand on m'a demandé de faire cette présentation, j'ai dit ouh, je ne fais pas de recherche en santé mentale, donc je voulais un peu changer le titre. Donc j'ai plutôt appelé ça quel dispositif d'accompagnement, puisque comme vous l'avez compris, je suis aussi beaucoup dans l'organisation de la recherche sur le territoire. Et il y a peu de temps, j'étais en Martinique où nous avions une rencontre, les journées de recherche de la Martinique, mais où nous avons eu la visite de la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, et plus particulièrement le bureau PF4, qui s'occupe, ça fait très sérieux, qui s'occupe de la coordination de la recherche au niveau national. Et donc on a fait un point sur la recherche, puisqu'il y avait les 4 DOM, la recherche dans les DOM. Donc la recherche, chez nous, la recherche, quand on parle de recherche, on parle des maladies infectieuses, émergentes, dengue, chic, Zika, etc. On parle des problématiques de cancer, qui me concernent particulièrement puisque je travaille sur cancer et environnement, mais ça peut être aussi d'autres problématiques environnementales, chlordécone, sargasse, boune de sable. On a beaucoup de problématiques environnementales. On parle de recherche sur des choses qui paraissent un peu plus... on a un peu moins l'impression d'être liées à la maladie, mais on sait que les inégalités sociales sont responsables de pathologies. On a déjà démontré par des études que l'incidence des cancers, certains cancers sont liés à des facteurs socio-économiques, et le registre des cancers a travaillé là-dessus, donc on a des analyses claires là-dessus. On parle des maladies cardiovasculaires et métaboliques, diabète, hypertension, TIA, AVC. Donc, quand on parle de ça, on essaye de poser la recherche dans un cadre, en rajoutant les éléments sur notre isolement, vous l'avez évoqué, notre insularité, la double insularité pour la Guadeloupe. Nous, en tant que registre, je travaille sur l'analyse spatiale des cancers, donc on a pu montrer qu'il y a des problématiques particulières à Marie-Galante. Et donc, toute cette recherche, elle est, pour le moment, assez descriptive, parce qu'il faut qu'on connaisse notre population, notre territoire. On a beaucoup de recherches épidémiologiques. L'idée étant d'avoir une description des pathologies qui ont parfois des présentations très spécifiques sur nos territoires. Je parle beaucoup de ce que je connais, le cancer du sein, par exemple. On sait que c'est plus fréquent chez les femmes de moins de 50 ans. Et donc, il y a une question de recherche à laquelle il faut répondre. Et puis, on a aussi besoin de comprendre certains mécanismes physiopathologiques. Le cancer de la prostate. On parle beaucoup de la chlordécone, mais le cancer de la prostate, de toute façon, c'est plus fréquent chez les Noirs. Donc, il faut chercher d'autres problématiques que les facteurs environnementaux. On parle de ça aussi pour les myélomes. Et donc, toute cette recherche va être à la fois... Il faut d'abord observer, et après, pour pouvoir proposer des pistes thérapeutiques ou mener des études un peu plus poussées. Et puis, naturellement, on est dans un contexte insulaire, toute la partie catastrophe naturelle, cyclone, tremblement de terre, ça fait partie aussi des pistes qu'on doit étudier pour la recherche. Et donc, diapo suivante, on a ce qu'on appelle des priorités thématiques qui ont été posées il y a fort longtemps par la Commission pour la recherche biomédicale et en santé. Donc, ces thématiques que je viens de lister sur la carte, on a les maladies infectieuses émergentes, que tout le monde connaît, les maladies cardiovasculaires, on a la grosse problématique de la drépanocytose, on a... On revient, j'ai pas dit diapo suivante. On a les maladies neurodégénératives et toute la partie sur le vieillissement, qui est un axe qu'il faut développer, et donc on y est aussi avec
qui a un lien avec l'axe de psychiatrie, etc., naturellement. Et voilà, donc on a une typologie prépondérante, comme j'ai dit tout à l'heure, de recherche épidémiologique qu'il faut, voilà. Donc, question diapo suivante. Et puis on a des thématiques émergentes. Je suis sûre qu'il y a ici beaucoup de paramédicaux, et je lance un vrai appel parce que la recherche paramédicale, et je ne parle pas forcément des infirmiers, hein, je ne parle pas uniquement des infirmiers, ben, des ergothérapeutes et des kinés, enfin toutes les professions paramédicales qui sont reconnues par le Code de la santé publique, il y a des axes de recherche qui ne sont pas directement liés à la recherche clinique. Il faut que ça soit vraiment des problématiques qui sont en lien avec leur activité. Et puis, on a récemment mis l'année dernière, non, cette année, un master sur le master IPA sur les infirmiers en pratique avancée, qui ont dans leur module un fort axe pour développer des activités de recherche. Donc là aussi, j'enseigne dans ce master, il y a vraiment un potentiel de développement. Et puis, ce qui émerge aussi, c'est la problématique, l'approche One Health. On ne parle plus que de ça, une santé, c'est-à-dire en rappelant que l'impact des facteurs environnementaux, de notre mode de vie, etc., joue un lien, que ce qui touche les animaux, la végétation, a un impact indirect chez nous. Et on a beaucoup travaillé, notamment le CIRAD actuellement travaille sur les maladies émergentes. On a une présentation très récente, extrêmement intéressante, sur les nouveaux virus, notamment le virus West Nile, pour lequel on a eu une petite épidémie chez les chevaux. Et donc, il y a une surveillance pour savoir à quand le passage chez l'être humain, etc. Donc, il y a des axes pour One Health. Les pathologies professionnelles, pareil. Hein. Moi, je travaille avec le CIRAD sur les pesticides. Voilà. Donc, tout ça pour dire, diapo suivant. Quid de la santé mentale, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'axe, ni par le CRBSP, ni porté par d'autres pour le moment. Quid de la santé mentale en Guadeloupe? Moi, j'ai pas de notion. On a assez peu de projets de recherche en santé mentale. Et puis, j'ai demandé à des collègues du DIM de regarder très rapidement sur les données qu'on a d'hospitalisation, de voir un peu, de me dire un peu, en psychiatrie, en 2024, quelles étaient les typologies de pathologies prises en charge. Donc, on a trouvé, en faisant une requête sur le site de la DIH, c'est l'Agence pour l'information, etc., j'ai plus de détails, et qui donne toutes les hospitalisations que les DIM récupèrent via le PMSI, etc. Les séjours, ce sont essentiellement des séjours hospitaliers. Donc là, on n'est pas dans les consultations. Et on a fait un focus sur tous les codes qui correspondent aux pathologies psychiatriques, donc de F10, enfin on ne les a pas tous détaillés. Hein. Et donc sur 2024, on voit un petit peu une répartition avec, notamment sur les codes F20 et F29, schizophrénie, les troubles schizotypiques et les troubles délirants, avec plus de 1100 séjours, des troubles de l'humeur affective, enfin 241. Donc on a quand même sur une population qui n'est pas excessive, on a quand même un certain nombre de séjours sur des thèmes de psychiatrie qui restent assez élevés. Alors j'ai pas eu le temps de faire des comparaisons par rapport au national, et puis on voit une moyenne d'âge qui est assez jeune, donc avec des problématiques de prise en charge sur le long terme, etc. La suivante. Donc la recherche en santé mentale, je pense qu'on peut très vite dire en Guadeloupe qu'on a un vaste champ de recherche qui reste totalement inexploré, enfin totalement, il y a des choses de fait, mais on peut avoir beaucoup plus de problématiques abordées pour la recherche en santé mentale. Et puis j'ai déjà entendu, c'est clair, on parle de spécificité socioculturelle. J'aime pas trop en général en recherche parce que c'est souvent ce qui nous met à part. On est toujours en train de revendiquer de spécificité, des fois c'est pas toujours bon pour nous, mais on est dans un contexte environnemental, caribéen, culturel, on est dans un environnement caribéen avec des problématiques spécifiques et l'ethnopsychiatrie, c'est vraiment quelque chose qui est important de prendre en compte pour aborder certains projets. Et puis la recherche santé mentale, on a quand même, moi je suis à la DRCI
j'ose pas dire depuis combien de temps, mais ça, depuis fort longtemps, depuis fort longtemps, on a quand même eu des essais pour mettre en place des projets en psychiatrie, en santé mentale. On avait eu à l'époque, avec un projet qui était financé par le CHU de la Guadeloupe sur l'incurie des patients psychotiques, qui était un projet paramédical qui avait été financé, donc qui avait eu une excellente note sur le plan méthodo, qui, pour des problématiques souvent de logistique de personnel, n'a pas pu aboutir, mais qui est revenu et qui a quand même pu être représenté il y a peu de temps dans une réunion du GIRSI. On a le projet du docteur Jumentier, qui, sur les entendeurs de voix, qui a obtenu un PHRC, c'est un programme hospitalier de recherche clinique avec des financements qui vont jusqu'à près de 300 000 euros en 2020, qui est en train d'être mis en place aussi en ce moment. Et puis le fameux projet structurant de coopération, qui est un projet, moi j'ai eu des retours directs de la DGOS, c'est un très bon projet, et il demande effectivement de le consolider, de le représenter, puisque ce qui a bloqué le financement de ce projet, c'était des problèmes plus techniques que de qualité scientifique. Donc la recherche, alors accompagner la recherche, pour moi, c'est surtout le nerf de la guerre. Moi je vois, j'ai présenté, quand on avait fait ce topo au MACT, le public, vous avez plutôt une progression qui est non pas linéaire, je reprends mes trucs de stats, mais qui est plutôt exponentielle. Donc je pense que la structuration de la recherche sera beaucoup plus rapide que ce que nous, on a connu au CHU, puisque la structuration de la recherche, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, et ça, c'est un point extrêmement important. Il y a des circulaires qui cadrent à la fois le fonctionnement, la promotion, le soutien à l'investigation, il y a des textes de loi partout, auxquels s'ajoute la complexité française pour tout ce qui est droit des patients, CNIL, comité d'éthique. Donc la recherche, ça ne s'improvise pas, ça s'organise, et nous, on a pu essuyer les plâtres depuis 2008 à peu près, pour mettre en place les délégations à la recherche clinique, pour structurer ces délégations à la recherche clinique. Et donc il faut que pour la recherche en santé mentale, qu'on puisse s'appuyer sur ces expertises. Après, parce que la recherche, c'est du personnel, il faut des méthodologistes, des gestionnaires financiers, des data managers, des biostatisticiens, des attachés de recherche clinique, des infirmières de recherche clinique. Il faut des logiciels pour saisir les cahiers d'observation. Il faut beaucoup de choses, et il faut de l'argent. Et j'ai bien entendu le propos de M. Luer qui peut pas soutenir, donc on saura. Je pense qu'à un moment quelconque, on saura vous rappeler ces paroles. Donc la recherche, c'est ça, c'est de la structuration qui peut prendre du temps, mais qui est absolument nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas faire de la recherche sur le coin de table en disant, quand vous commencez, nous, on peut apporter des appuis sur ces aspects. Les méthodologistes, les responsables de promotion, parce que le PSM, alors, on a une discussion à avoir sur, il y aura une direction de la recherche clinique à l'EPSM, donc la direction de la recherche clinique est responsable de la promotion des projets qu'ils portent, donc il faut qu'ils aient tout le cadre réglementaire pour pouvoir mettre en place des conventions, faire les démarches réglementaires, transmettre les dossiers au CPP, vérifier s'il y a besoin d'autorisation de l'ANSM. Enfin voilà, donc c'est un vrai travail avec des personnels compétents. Ça, on ne peut pas le faire autrement. On peut pas le faire autrement. Et c'est important de le faire dans le bon sens parce que sinon on n'y arrive pas. Donc nous, on peut, en termes d'approche, moi je parle là de partenariat EPSM avec le CHU, ça peut être sur ces aspects. Comment mettre en place ça? Quels outils logiciels? Certains sont gratuits. Maintenant, il y a la RGPD, il faut les faire héberger. Il faut être HDS compatible. Enfin voilà, donc il y a des questions très techniques et pratiques sur lesquelles on peut apporter une aide, au moins une réflexion. On a aussi parlé pendant un bon moment sur les financements qui sont accordés par la DGOS, parce que en tant que structure de recherche,
il y a des MIG, alors là je parle d'argent, mais je suis obligée. Il y a on peut émarger à des financements, des missions d'intérêt sur les MIG, recherche, avec des financements pour du temps de méthodologie, de data, mais il faut avoir un seuil de publication scientifique suffisant pour pouvoir émerger. Donc ça c'est le premier point. Et puis dans la constitution, dans l'organisation de l'EPSM, ce qui me paraît important, c'est aussi cette notion d'équipe mobile de recherche clinique. Parce que l'EPSM, vous êtes étalé sur le territoire, il faut avoir du personnel qui puisse répondre à un besoin d'inclusion de patients et qui puisse se déplacer. Donc ça, cette structuration-là, plus encore que pour la recherche clinique, pour la recherche en santé mentale, je pense qu'elle est absolument qu'elle est essentielle. Cette structuration est importante. Après, partenariat, le PSM, université, CHU, ben, on a ce projet d'universitarisation. Et on espère voir revenir des locaux pour prendre en main cela, parce que qui dit universitarisation, dit personnel dédié, possibilité d'avoir des internes, enfin voilà, toute cette structuration et qui permet de valoriser la recherche, parce que vous avez du temps dédié pour la recherche, même si sur nos territoires, la recherche est beaucoup portée, non pas par des universitaires, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais par des praticiens dans les services. Et ça aussi, c'est un point qu'on essaie de faire remonter au niveau national, parce que c'est compliqué pour faire de la recherche. On a du personnel qui manque dans beaucoup de services, et on leur demande encore moi les cliniciens, quand je vais voir l'oncologue, qui est tout seul dans son service, il me fait « t'es gentil, mais j'ai pas de temps, je préfère je m'occupe des patients, et des inclusions d'études, etc., ça vient après. Donc c'est extrêmement compliqué, mais on a quand même cette nécessité de faire comprendre que la recherche qui nous concerne, c'est pas sur des personnes vivant dans la Creuse que je vais pouvoir la faire. Si je ne la fais pas en Guadeloupe, je n'aurai pas de réponse pour ma population, et qu'il faut qu'on ait cette activité. Si on veut identifier des marqueurs spécifiques de risque pour tel cancer, il faut que je le fasse sur les populations concernées. Il faut qu'on puisse participer plus largement à des essais, puisqu'en cancérologie, de plus en plus, on est sur des thérapeutiques ciblées, la médecine personnalisée. Si on n'a pas participé aux bases internationales qui ont conduit à mettre en place ces thérapeutiques ciblées, il y a des chances que la thérapeutique ciblée, elle ne soit pas ciblée pour nous, mais pour d'autres personnes. Donc ça, c'est un travail à faire. Et votre clinicien qui se démène dans le quotidien, comme c'est souvent le cas, il faut lui dire je vais t'aider, j'ai une infirmière, j'ai un lac, tu es débarrassé des problèmes administratifs, on s'en charge, tu es là pour parce qu'il y a quand même un moment, il faut qu'il intervienne, c'est lui qui est devant le patient, il faut qu'il soit là, mais pour le reste, on va être là. Je pense que ça, c'est le message à faire passer. Je dis ça, mais je ne suis pas encore totalement arrivée. Hein. Mais c'est un message à faire passer. Et puis, il y a un partenariat qui doit être aussi territorial. Territorial en Guadeloupe avec entre les GHT, les structures. Ça, il faut qu'on puisse arriver à cette collaboration, mais aussi dans la Caraïbe. De plus en plus, nous, on essaye de plus en plus d'ancrer une recherche caribéenne, parce qu'on s'aperçoit que souvent, nos données, je reviens encore au cancer parce que ça me concerne, mais nos données ne sont jamais analysées en même temps. Quand j'envoie mes données à la base nationale, la base nationale l'envoie à l'international, et souvent, les projets d'études, quand c'est Europe, nos données ne sont pas analysées dans le pool Europe. Et on travaille de plus en plus avec le hub de la Caraïbe. On va comparer nos données à celles de Trinidad, de la Barbade, de Grenade, de la Jamaïque, plutôt qu'à des problématiques, à des populations européennes. Donc ça, c'est un axe qu'il faut prendre en compte, non seulement pour ces problématiques, voilà, donc on a un environnement caribéen à qui on ressemble plus que l'environnement qu'on peut avoir dans l'Hexagone ou en Europe. La suivante. Donc tout ça pour dire que cette structuration, nous on a les moyens de vous proposer. Donc moi je coordonne la partie qui est bleue.
le groupement SO, qui inclut voilà, toutes ces régions, plus les 4 DOM, qui est un groupement de coopération sanitaire avec un budget conséquent. Vous savez, il y a 7 interrégions de recherche en France, et le GIRCISO, c'est le plus grand en taille. Donc, nous, on a 13 établissements, avec les 4 établissements ultramarins. Et donc, on a vraiment une mission d'animation territoriale de la recherche sur le territoire qui est couvert par le GIRCI. On gère des appels à projets, je vais vous en parler tout à l'heure, des appels à projets qui sont lancés par la DGOS, les fameux PHRC, on a un appel à projet qui est un peu plus récent, qui est l'appel à projet Respire, en soins primaires. On va voir un petit peu rapidement ça aussi. On a des appels à projets qu'on finance au sein du GIRCI, dont un appel à projet qu'on a créé il y a quelques années, qui est un appel à projet spécifique DOM, qui est fait pour les 4 DOM, qui sont les porteurs de projets, avec des financements dédiés. Et voilà, donc ça c'est extrêmement important parce que l'ensemble des DOM, que ce soit la Guyane, la Martinique, la Réunion, nous avions un retard conséquent sur les financements recherche. Et cet appel à projet permet d'aider les équipes, ce n'est pas des montants faramineux, mais ça permet d'aider les équipes à commencer à apporter des projets de recherche. Et puis le GIRCI, c'est aussi toute une infrastructure de formation, d'information, avec une mutualisation des compétences. On a des juristes, on a besoin de monter des projets européens qu'on peut solliciter. On a des groupes qualité qui vont vous aider à mettre en place les procédures qualité au sein de votre DRCI, par exemple. On a des groupes formation, on a eu un groupe santé ressources biologiques pendant un temps. Et donc tous ces groupes ont des représentants dans chacun des établissements. On a un gros travail collaboratif. Donc si j'en suis arrivée à coordonner ce GIRCI que je fréquente depuis 1998, j'ai pas été coordonnatrice dès le départ, j'ai été méthodologiste, j'ai été voilà. Donc voilà, donc on a pu ce travail de synergie, on a intégré les DOM dans ce GIRCI de manière, ça n'a pas été toujours facile parce que nous sommes des petits territoires où on avait peu d'activités de recherche, mais on a su au fur et à mesure poser un peu notre place parce qu'on a des thématiques, on a des spécificités, mais on a des thématiques qui sont que le national ne va pas trouver ailleurs. Et j'en donne pour preuve actuellement, il y a un gros projet sur la dingue à l'Esdingue auquel on participe et qui, bon, c'est pas un projet GIRCI, mais c'est un projet qui rassemble l'ensemble des DOM et qui permet d'avoir des données qui vont servir, puisque la dingue est dans l'Hexagone maintenant, et donc on va pouvoir avoir des informations pertinentes à partir de cette cohorte. Donc voilà, donc on aide des jeunes chercheurs. Et les outils du GIRCI, on a beaucoup de choses en e-learning. C'est un GIRCI qui est très étendu, qui va de l'Amérique du Sud jusqu'à la Réunion. Donc les réunions sont compliquées à mettre en œuvre parce qu'il faut tenir compte de tout le monde. Mais donc on a beaucoup de choses qui sont développées en e-learning avec une plateforme. Par exemple, je citerai et vous allez commencer par ça, toute personne souhaitant participer à un protocole de recherche doit être formée aux bonnes pratiques cliniques. Donc, il suffit de demander, vous nous envoyez, j'ai une personne référente qui gère un relais opérationnel qui s'appelle Christine Rambrejean, qui vous inscrit sur la plateforme et vous pouvez suivre une formation en e-learning qui dure 4 heures au total, mais on peut le faire quand on veut, le soir, le week-end. Et c'est une formation qui est certifiante puisqu'elle est valable 3 ans. Et quand on vous demande, vous êtes investigateur ou investigateur, on vous demande vos BPC, vous pouvez fournir cette attestation de BPC. On a aussi une formation un peu plus sur l'aide à la publication, qui est un webinar qui a été en partie géré par Mathieu Naché-Guyane avec Poitiers, donc qui est très couru aussi, qui vous donne les éléments pour rédiger un article scientifique. Et on a une formation un peu plus récente qui est sur les entrepôts de données de santé. Le futur de la recherche.
je suis aussi responsable, j'avais oublié de monter un entrepôt de données de santé au CHU. Donc ça, c'est un projet qui est un peu... qui va démarrer. Donc le futur des entrepôts de données de santé, ben, ça aussi c'est quelque chose que le PSM peut envisager, parce que vous avez des systèmes d'information, vous avez des données cliniques, des labos, des données PMSI, des données de radio, d'imagerie, et puis tout ça rentre dans une base qui est anonymisée, et ça permet de faire de la recherche de manière beaucoup plus rapide. On est en situation d'observation, on n'a pas d'inclusion, sauf qu'il faut répondre à toute une série de normes, à la fois en termes d'information des patients, un portail de transparence, etc. Donc voilà, mais ça aussi ce sont des pistes qui à terme pourraient... Pardon? Des questions. Donc voilà, et on a aussi des webinars et des auto-formations qu'on propose sur les projets européens, sur l'innovation. Il y a un groupe recherche paramédicale qui sont très, très actifs et qui présentent des webinars sur la recherche paramédicale, etc. Donc vraiment, on a énormément d'outils qui peuvent être partagés avec le PSM. À commencer par l'e-learning, donc j'attends ceux qui sont intéressés peuvent se rapprocher du. Et donc, je parlais tout à l'heure des appels à projets. Les appels à projets, le premier appel à projet, c'est le PHRC. Au GIRC, notre appel à projet est doté de 4,3 millions d'euros. Et nous finançons des projets pour un montant max de 300 000 euros. C'est déjà pas mal. Ça laisse, on peut gérer. Et je rappelle qu'il y a un bonus. La santé mentale est une priorité nationale. Il y a un bonus pour les projets en santé mentale. Donc ça aussi, j'espère très fortement, puisque je préside le GIRC, les conseils scientifiques du GIRC. Pour le moment, on a assez peu de projets en santé mentale, mais j'espère très certainement qu'on aura au prochain conseil scientifique, enfin peut-être pas le prochain parce que le prochain c'est en juillet, on a déjà sélectionné les lettres d'intention. J'espère très fortement qu'on pourra accompagner un projet de recherche en santé mentale et qui soit soumis à cet appel à projet qui est quand même bien doté. On a aussi un appel à projet qui est assez récent, on voit vraiment que la recherche est en train de s'étendre à tous les champs. L'appel à projet Respire, c'est un appel à projet de recherche en soins primaires. On entend par soins primaires, c'est tout ce qui est premier recours. Donc beaucoup les cabinets libéraux, les maisons de santé pluridisciplinaires, enfin voilà, tout ce qui concerne le premier recours des patients. Donc je vois le docteur Kélian là. On a aussi assez peu de projets sur ces axes-là. Et je pense qu'il y a des points d'entrée pour nos praticiens, pour nos chercheurs en soins primaires, pour le DUMG. Donc je lance aussi des appels parce que souvent, moi je préside ces conseils scientifiques. Quand on voit les projets, la Guadeloupe en a 0, les DOM d'une manière générale en ont 0, et voilà, donc je pense qu'on peut faire mieux. On a aussi, pour le projet Respire, 280 000 euros de place, qui n'est pas négligeable. Et donc je disais tout à l'heure que le GIRC gère sur ces fonds, de roulement des appels à projets, un appel à projet d'hommes. Il n'y a pas de thématique, donc tout le monde peut postuler avec un montant de 54 000 euros par projet. Et si on le fait sur 2 sites, par exemple Guadeloupe, Martinique, ça peut monter jusqu'à 80 000 euros. Un appel à projet pour la recherche en soins, 26 000 euros, ce sont souvent, voilà, donc si vous avez envie de mettre en place quelques problématiques ou quelque chose dans votre service, que ce soit en psychiatrie ou dans n'importe quel service de soins, vous pouvez le faire. Et puis un appel à projet qu'on appelle APITEM, parce que c'est un appel à projet thématique et qui change tous les 2 ans. Là, actuellement, cet appel à projet thématique, c'est un sujet qui nous concerne énormément, mais je n'ai pas vu beaucoup de retours. C'est sur les inégalités d'accès au système de soins. Je pense qu'on a de quoi poser des questions sur l'accès de nos populations au système de soins, plutôt sur les inégalités d'accès de nos populations au système de soins d'une manière générale. Donc voilà. Donc en conclusion, moi ce que je dis, c'est que moi j'ai regardé les ingrédients sur le PSM, on a les ingrédients, on a la motivation des équipes, le pilotage avec une directrice qui pilote ça de main de maître,
le réseau de collaboration qui est déjà établi, on parlait de ça tout à l'heure, qui est déjà là, qui est conventionné. La volonté institutionnelle, donc c'est la même volonté institutionnelle qu'il y a en face. Des opportunités d'universitarisation, des opportunités de collaboration, même pour nous, l'entrée dans un futur CHU avec des choses sont aussi des opportunités. Moi, je dirais qu'actuellement, on a un environnement qui est très propice, puisque la DGOS, il y a beaucoup de bouleversements en cours au niveau national pour la recherche. Et dans tout ce qui se passe actuellement, on a eu des retours, une écoute qui est assez bienveillante, je dirais, de la DGOS, parce que souvent, nous sommes en dessous des seuils pour avoir accès au financement. Souvent, voilà, nous sommes sur de la recherche épidémio. Mais la DGOS a compris l'importance de ces territoires ultramarins avec des données de qualité et des données qui ne sont pas disponibles ailleurs. Nous, on a fait remonter quelque chose de très particulier, les difficultés, parce que quand on nous dit pas assez d'études interventionnelles, c'est venu de La Réunion, mais c'est le même problème. La Réunion avait souhaité participer à un essai thérapeutique pour des enfants atteints de leucémie aiguë, un projet promu par la Suède avec la PHP, enfin un gros projet, puisque c'est avec des molécules qui coûtent très cher. Déjà, les frais d'approche, il fallait qu'ils payent de leur poche 200 000 € pour pouvoir faire arriver les médicaments à La Réunion. Le CHU de La Réunion était d'accord, avait accepté de payer, puisque l'enjeu était important. Et l'essai a été interrompu parce que le laboratoire ne pouvait pas livrer les molécules à La Réunion, parce que La Réunion et les DOM ne font pas partie de l'espace Schengen. Donc, c'est ce qui est vrai. Donc, ils n'ont pas pu être livrés, donc ils ont interrompu l'essai. Moi, j'ai participé en début février au retour sur le plan cancer à l'INCa, et on m'avait demandé de parler de la problématique des essais en cancérologie dans les DOM, et donc je suis venu raconter cette histoire. Donc, le président de l'INCa, les 3/4 des gens qui étaient dans la salle, il y avait toutes les agences sanitaires, le ministre de la Santé, enfin bref, et ils avaient tous l'air de tomber des nues. Quand je dis, ils ont interrompu parce qu'on ne fait pas partie de l'espace Schengen et que le labo ne voulait pas les livrer. Donc voilà, donc ce sont des choses qui, dans toute la problématique de dire qu'il faut que les DOM se bougent, etc., on a des problématiques contextuelles dont même les dirigeants n'ont pas conscience, et que quand on met le doigt dessus, tout le monde a l'air de tomber des nues. C'est une réalité. Enfin, il y en a d'autres, mais celle-là, outre les surcoûts pour l'envoi des médicaments, ça aussi, c'est une vraie réalité. Donc je disais qu'on a une écoute, on a fait remonter la problématique, je ne sais pas où ça va atterrir, je ne sais pas si quelqu'un va entendre et si ça va redescendre d'une manière ou d'une autre, mais on a fait remonter la problématique à la fois à l'EGOS, à la fois à l'INCa. Voilà, donc on est aussi là pour ça. Et puis l'opportunité aussi, c'est la priorité de santé mentale 2025 sur la santé mentale et la psychiatrie. Donc il y a des leviers à bouger pour à des portes à ouvrir pour avoir des financements, pour demander des choses notamment sur la partie structuration de la recherche en santé mentale. Et donc moi ce que je dis, c'est que après avoir présenté il y a 2 ans, j'avais un peu dit des choses à peu près similaires. Je pense que le temps est venu de passer à l'action et en ouaille, comme on dit chez nous, donc il n'y a plus qu'à. Grand merci, professeur Deloumou. Alors, peut-être pour quelques questions éventuellement de la salle, pour avoir des précisions. Moi, je te prends le micro, peut-être. Je te prends le micro. Éventuellement pour des précisions. Ah, Madame Gigaï, déjà, lève la main. Très bien. Déjà, merci, professeur Deloumou, d'être fidèle, parce que c'est vrai qu'elle a raison, il y a 2 ans, elle était déjà à nos côtés. Alors, s'agissant de la structuration, on est d'accord, moi je suis une élève du professeur Deloumou, parce que j'ai appris la recherche avec le professeur Deloumou, qui pour me l'expliquer m'a envoyé à Bordeaux. Voilà. Et du coup, il est clair que nous, en structuration,
avant de penser études. Et il faut aussi, je pense que dans notre territoire, la mutualisation, c'est absolument nécessaire. Et comme vous pouvez le voir dans l'assistance, il n'y a pas le PSM ou le CHU, il y a les établissements de santé de web. On est d'accord. Et donc, on ne va pas aller, nous, créer une DRCI de plein exercice quand il y en a une qui existe et qui fait un travail formidable. On ne va pas avoir un méthodo pour de la recherche en santé mentale alors que ça vient de commencer. Donc, l'objectif de départ, c'est vraiment une collaboration. Et c'est ce qu'on avait écrit dans le projet CORES, qu'on avait écrit il y a 18 mois. C'est de dire, effectivement, il nous faudra sûrement du personnel dédié à la santé mentale, mais l'objectif étant de partager la plupart des compétences qui existent déjà au CHU et à l'université et de ne pas aller réinventer le fil à couper le beurre. Non, mais c'est exactement ça. Alors, c'est exactement ça. Il y a une partie qui n'est pas mutualisée, parce qu'en plus, c'est du personnel qui est rare à recruter, etc. Tous ces aspects, méthodos, etc., gestion. Après, effectivement, hein, la mutualisation, elle n'est pas seulement recommandée, elle est quasiment exigée par la DGOS. Et on nous demande déjà de mutualiser CHU de Guadeloupe, CHU de Martinique. Donc, on ne va pas, voilà. Donc, cette mutualisation, on a reçu une lettre assez directive de la DGOS sur la mutualisation entre les DRCI, entre les CIC, etc. Donc, mais effectivement, sur le personnel terrain, il y a un vrai travail à faire sur tout ce qui est aspect terrain, et puis en faisant comme on fait avec d'autres structures, hein, des délégations de promotion, des délégations de suivi avec le CHU. C'est pas dur. Question. Docteur Reynaud, Alors, c'est pas une question, ça va me permettre un petit complément. D'abord, je ne parle pas au nom de l'ARS, hein. Je parle au nom de mon ancienne vie, 34 ans de praticien hospitalier, responsable du DIM et membre du conseil scientifique du centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. Monterrand puis le PSM sont membres du centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, un centre qui est un réseau. Et au titre du CCOMS, il y a quand même eu 3 recherches-actions qui ont été faites en Guadeloupe. Santé mentale en population générale, que j'ai fait 2 fois, TABAPSI, dont on va parler tout à l'heure, et Quality Right, au moins. Je dirais qu'il faut regarder dans le programme du CCOMS toutes les recherches en santé mentale validées par l'OMS, pour lesquelles le centre de CCOMS demande que les établissements se positionnent comme volontaires. Et alors, par exemple, à titre SMPG, santé mentale de population générale, quand on l'a fait en 99, en 2014, on ne l'a pas fait dans les îles du Nord. Ça manque. On devrait aller voir la santé mentale du côté de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ils sont des sujets très intéressants à titre d'étude. Moi, par exemple, j'ai vu des statistiques de la sécurité sociale, je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup plus d'ALD pour motif psy dans le Grand Sud Caraïbes. Bon, vous avez peut-être des solutions. En tout cas, c'était juste pour dire, il y a un complément, il y a le centre collaborateur OMS, regardez de ce côté, et j'espère que le PSN va continuer à occuper toute sa place, y compris dans le conseil scientifique. Donc je ne sais plus trop si je suis encore membre. Non, mais c'est exactement ça. De la même manière que le CRBSP est censé donner les orientations stratégiques de la recherche sur les thématiques prioritaires, le CCOMS doit avoir les mêmes missions, c'est-à-dire qu'il fait des constats, il y a des observatoires, il y a des enquêtes qui sont menées, et après il faut identifier les priorités de recherche et les décliner en projet, en action. Donc c'est exactement la même démarche qui devrait être faite à la fois par le CRBSP et par le CCOMS. Tout à fait d'accord avec ça. Après, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder les enquêtes. Alors pour poursuivre, le projet qu'on avait monté de CORES était monté en partenariat avec le CCOMS et on a incité la Martinique qui était sortie du CCOMS à réintégrer le CCOMS pour que justement on puisse avoir un partage au sein de cette structure qu'on veut monter là, pour la recherche ultramarine en santé mentale où on inclut tout le travail qui est fait avec le CCOMS. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de représentants au comité scientifique de l'EPSM, mais c'est une question qu'il va falloir se poser de quel médecin va porter la recherche au sein de notre établissement.
On n'a plus de dîmes non plus. Moi, je rajouterais juste que ce qui est important aussi, on a exactement le même problème en recherche clinique, etc., c'est la valorisation des résultats. C'est-à-dire les enquêtes du CCOMS devraient être publiées dans des revues qui permettent de récupérer des post-gaps. Et ça, c'est... Oui, non mais c'est ça, parce que ce qui n'est pas publié n'existe pas. Donc on peut avoir effectivement des enquêtes d'actions, des choses qui sont faites sur le terrain. Si elles ne sont pas publiées, ne sont pas valorisées, elles n'existent pas, ça ne rapporte pas de points. Vous ne pouvez pas aller demander des financements parce que vous avez fait ça. Il faut que vous puissiez montrer. C'est comme ça que fonctionne le système partout, enfin partout, mais en France c'est la même chose. Donc il faut avoir cette notion de le moindre rapport. Moi je passe mon temps à répéter ça à la fois aux internes. Ils viennent nous demander des soutiens, etc. Moi, je leur dis, mais la thèse, il faut la publier. Alors, ils nous disent, oui, je vais la publier souvent. Et puis, une fois qu'on les a aidés, ils partent dans la nature, on ne les revoit plus, ils ne publient pas. Mais c'est la même problématique. On a toujours l'impression aussi qu'on va attendre de publier un truc super intéressant dans le Lancet. Non, il y a des données de base dont on a besoin, des données descriptives, de connaissance de la population, qu'on peut publier et qu'il faut publier, parce que souvent on me dit mais j'ai pas trouvé par exemple, je sais pas moi, un truc de prévalence, j'ai aucune information. Et l'enquête, ben, c'est souvent c'est un rapport qui est transmis à une institution, qui reste dans les placards et que quand on le cherche sur internet pour le citer, voilà. Donc il faut publier les rapports, il faut les transformer en articles. Je donnerai plusieurs références bibliographiques parce que la D'accord. Il y a plusieurs qui sont... Oui, tout à fait. Non, mais c'est... mais la problématique, moi, c'est la même problématique sur la recherche clinique, sur l'épidémio. On a des choses qui sont là, qui restent dans les placards, et il faut avoir cette culture de publier la moindre... Enfin, je ne dis pas des choses de mauvaise qualité, mais de beaucoup plus publier ce qu'on fait que ce qu'il fait actuellement. Voilà. Très bien, je vous ai une question de la salle. Et 2 questions, et après on va... Madame Martino, présidente de la CSSM. Alors, j'ai écouté avec attention votre discours et je vous félicite, docteur, pour tout ce que vous faites, puisque j'ai vu que vous avez un long parcours et un beau parcours. Merci. Votre PN, c'est bien. Alors, j'ai constaté qu'on a beaucoup d'outils en Guadeloupe, on a beaucoup de talents, et pourtant, j'entends dire qu'on ne répond pas aux appels d'offres, etc., etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui manque? Pourquoi ne pas créer un groupe de réflexion, de recherche, piloté par quelqu'un d'expérimenté, pour pouvoir entraîner les personnes à publier, à faire des choses? Parce que vous savez qu'en Guadeloupe, il faut la motivation. Si les gens sont motivés, parce que quand on va lors d'expositions, de séminaires, on voit pas mal de choses qui se font et on se dit, mon Dieu, on est stupéfait. On ne peut pas penser qu'il y a autant de richesses en Guadeloupe. Et je dis souvent qu'on dit que la Guadeloupe est terre de champions. Effectivement, on a beaucoup de talent. Alors, on doit exercer ce talent dans la médecine. Et je pense qu'il faut, je ne dirais pas un entraîneur, parce que ce n'est pas le sport, mais il faut quelqu'un, un bout en train, comme on dit chez nous, pour pouvoir, surtout qu'on a un nouveau CHU, il faut que cette recherche soit reconnue. Et comme vous avez dit, vous avez déjà des partenaires dans la Caraïbe et naturellement dans la France métropolitaine. Eh bien, tout ceci doit être mis en exergue. Il faut que nos chercheurs soient reconnus chez nous. Il ne faut pas que ça reste être morte. Maintenant, c'est terminé de parler. Il faut agir. Merci. Merci, vous avez raison, mais notre plus grand défaut, c'est qu'on ne sait pas bien se vendre en général et que, premièrement, ça demande d'avoir du temps, parce que de la communication, c'est aussi du temps. Et c'est aussi du temps que ceux qui sont à la fois dans la clinique, dans la recherche, ben justement, c'est ce qu'ils n'ont pas. C'est ce qui leur manque de plus de la disponibilité du temps. Donc, il nous faudrait presque des ambassadeurs un peu comme vous, là, qui viendraient
animés, etc. Parce que c'est une réalité, on en a conscience, on essaie de travailler dessus, de faire connaître ce que l'on fait, et c'est souvent ça. On interpelle aussi, c'est vrai que cette communication vers les médias, il y a beaucoup, les médias, effectivement, on doit plus faire connaître les choses bien qui sont faites. Après, la tendance des médias à se focaliser quand les choses vont mal, et bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on a effectivement à avoir cette bascule et à montrer quand les choses vont bien et quand les choses se passent très bien, à les montrer aussi. Donc ça, c'est un travail. On va juste prendre 2 dernières questions, d'accord? Après, on va conclure. Vas-y. Ok, c'est moi. Bonjour à tous, Madame Bouffran, déléguée départementale UNAFAM, qui est l'association des familles qui accompagnent les proches qui vivent avec un trouble psychique ou qui a un handicap psychique. Souvent, on nous connaît pour notre rôle en tant qu'accompagnant, de soutien auprès des familles, mais on soutient aussi les innovations en recherche, que ce soit au niveau des soignants, que ce soit aussi des équipes médico-sociales. Au national, tous les 2 ans, on fait un colloque scientifique. Et le comité scientifique au niveau national est composé de Dr Viato, Nicolas Franck, pour l'addiction, il y a M. Laquiel Xavier, etc. Voilà, tout ça parce que pour nous les familles, la recherche et la qualité des soins sont indissociables. Et grâce à ce comité scientifique, il est possible que dès qu'un projet de recherche est mis en place en Guadeloupe au niveau de la santé mentale, qu'il puisse prendre attache au national parce qu'il y a des prix de recherche, il y a des financements aussi qui sont accordés, on n'est pas quand même sur des millions, mais on est quand même à plus de 10 000 euros de recherche, et ce qui permet en fait à terme de diffuser les connaissances. Nous, les connaissances se diffusent au travers de notre magazine Un autre regard, où là par exemple pour ce mois-ci, l'accent était mis sur la génétique et la psychiatrie. Donc il est aussi important de savoir voilà ce que l'UNAFAM fait, voilà comment l'UNAFAM soutient la recherche. Merci. Merci. C'est même plus important. Ce qui est encore plus important, c'est que ces associations, je ne sais pas ce que les statuts d'association de patients, etc., soient partie prenante de la recherche dès le départ. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans des projets qui sont faits avec des patients partenaires. Et ça donne une plus-value dès la mise en place, parce que parfois il y a des réalités qu'on a du mal à appréhender dans le cadre d'un projet, et il faut vraiment maintenant sur des projets de recherche, que ce soit sur le cancer, par exemple sur le cancer du sein, on va faire appel à l'association Amazon pour que dès l'écriture du protocole, les associations soient intégrées, les patients partenaires soient intégrés, qu'ils aient un regard sur comment c'est rédigé, puis qu'ils puissent nous dire ça va pas être possible votre truc là, etc. C'est pas réaliste. Et donc je pense que pour la santé mentale, encore plus, puisque les accompagnants, les aidants doivent être là pour pouvoir monter ces projets. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors bonjour à tous, je suis Noélia Varane, je suis directrice du cabinet à Noé Conseil qui promotionne la santé mentale, notamment à travers les formations connaissances en santé mentale. Et j'interviens également dans l'amélioration de la qualité et des conditions de travail. Ma question est la suivante. Alors, je suis détentrice de master mixte, donc un master recherche et professionnel, et j'aimerais savoir si les appels à projets proposés ici sont aussi ouverts aux acteurs du privé. Est-ce qu'il y a des collaborations, est-ce qu'il y a un soutien qui est envisageable pour ces acteurs qui ne font pas partie des établissements publics de santé? Voilà, merci. C'est toujours possible avec des collaborations mises en place ou des conventionnements. Donc c'est pas impossible, mais il faut souvent qu'il y ait un centre, puisque c'est de l'argent public, etc. Donc il y a souvent un conventionnement. On peut être porteur, avoir une délégation de gestion, que le financement soit versé à l'établissement public, mais le financement va aller à l'action qui est menée, etc. Donc il y a toujours des moyens de le faire. Mais il faut que ça reste dans un cadre qui est admissible par le réglementaire. Mais c'est pas impossible. Merci. Je suis dans le regret de devoir mettre fin à cette session. Alors, il y avait une dernière intervention, c'est ça, peut-être? Juste une petite remarque?
Ouais, alors on va juste passer le micro. C'est ma sensibilité de Guadeloupéen. Allez-y. Le micro est là. Monsieur Soudani, je suis conseiller technique en promotion de la santé pour la protection judiciaire de la jeunesse en Guadeloupe. Ça fait 1 an que je suis sur le territoire. Ma question par rapport au master pour les paramédicaux, est-ce qu'il est dispensé en Guadeloupe? Oui, on vient de. Alors, il y a déjà eu. Je viens de participer au jury de sélection pour la prochaine rentrée. Donc, mais oui, il est en Guadeloupe depuis. Il a commencé en septembre. Il est déjà en place. Avec sur les axes pathologie chronique, urgence. Enfin voilà, je crois qu'il y a santé mentale aussi. Enfin, oui. Donc, oui, il est en place. Un grand merci à Professeur Delumeau, on peut l'applaudir. Merci pour la qualité de sa présentation. Mais donc, sans introduction d'un petit peu de retard, je laisse la place